Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à explorer quelques notions de base en cryptographie. Alors aujourd'hui, on va muscler un petit peu notre jeu par rapport au chiffrement par substitution monoalphabétique à décalage qu'on a vu dans la dernière vidéo. Et comme d'habitude, on va construire quelques petits outils sympas avec l'IA. Donc il n'y aura pas de CTF aujourd'hui, mais par contre, je vous laisserai un texte chiffré en description, histoire de vous challenger un petit peu et puis de voir si vous arrivez à le déchiffrer. Ok, alors rappelez-vous, le chiffrement de la dernière vidéo consistait à décaler chaque lettre de l'alphabet clair d'un certain nombre de positions pour obtenir l'alphabet chiffré. Par exemple, pour un décalage de 2, le A devient C, le B devient D, bon, et ainsi de suite. Donc, inutile de dire que ce genre de chiffrement est très facile à déchiffrer. Il est facilement cassable, on dit. Il est facilement cassable parce qu'il suffit de trouver une lettre claire, de déchiffrer une seule lettre, et on peut en déduire le décalage. Mais comme le décalage c'est le même pour toutes les lettres, eh ben on peut déchiffrer tout le texte. Donc c'est très facile. En plus, quand on y regarde de plus près, pour une lettre, on a, donc il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc pour une lettre, on a 25 décalages possibles. Donc 25 possibilités, c'est vraiment pas grand-chose. On peut tout à fait envisager une attaque par brute force, ce qui signifie qu'on essaye brutalement toutes les possibilités. Il n'y en a pas pour très longtemps et c'est facile. Bref, en deux mots, c'est pas du tout sécurisé comme chiffrement. Et donc ça ne permet pas de garantir en particulier la confidentialité qui était l'un des objectifs de la cryptographie. Alors du coup, comment on peut améliorer tout ça? Eh bien, la première piste, c'est de supprimer ce fameux décalage fixe qui est vraiment source de faiblesse dans notre chiffre et de choisir de remplacer chaque lettre du message clair par une lettre, mais choisie arbitrairement. Donc on enlève la corrélation qu'il peut y avoir à cause du décalage. Donc par exemple, on peut dire que le A il est remplacé par un C, donc ça c'est l'équivalent d'un décalage de 2, que le B il sera remplacé par un N, donc là c'est un décalage beaucoup plus grand, que le C sera remplacé par un A, donc là c'est un décalage dans l'autre sens, que le D sera remplacé par D, on ne le touche pas celui-là, donc là il n'y a pas de décalage. Voilà, donc l'avantage, c'est que si on arrive à trouver une lettre du message clair, comme il n'y a pas de décalage constant, on ne peut pas se servir de ça pour déchiffrer, enfin pour trouver les autres lettres et déchiffrer l'intégralité du message. Ok, alors pour voir ce que ça donne, on va créer un petit outil avec l'IA qui va nous permettre de faire ce chiffrement par substitution monoalphabétique. Donc cette fois-ci, on ne parle plus de avec décalage. Alors je vous ai préparé un petit prompt que je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai demandé de faire à Gemini. Donc je lui ai dit, génère une page web permettant de faire un chiffrage par substitution monoalphabétique. Et puis je lui ai donné tout un tas de contraintes, en particulier sur les caractères spéciaux. Donc considère les lettres accentuées comme la lettre non accentuée correspondante. Et je lui ai donné un exemple. Donc le E doit être considéré comme un E. Alors on a le cas du CCD aussi. Alors j'ai oublié le cas du OE, mais bon, c'est tellement rare en français que je pense que ce ne sera pas un gros problème. Donc je lui ai dit que le CCD doit être considéré comme un C. Je lui ai demandé de mettre toutes les lettres en majuscules. Et ah oui, alors il y a aussi un petit contrôle à faire qui est très important. Je lui ai dit que pour chaque lettre du message clair, on doit pouvoir choisir par quelle lettre on la remplace, mais que deux lettres différentes, par exemple le A et le B, ne peuvent pas être remplacées par une même lettre. Parce que si je remplace le A par X et le B je le remplace aussi par X dans le texte chiffré, j'ai aucun moyen quand je tombe sur un X de savoir si c'était A ou B. Donc il y a un petit contrôle de cohérence à faire et c'est ce que je lui ai expliqué là. Alors j'ai lancé Gemini et il m'a sorti ce petit outil qui s'appelle Tool de chiffrement qu'on va regarder. Donc comme d'habitude, on va regarder un petit peu comment ça marche, on va le manipuler vite fait, puis après on ira voir le code parce que c'est important quand on utilise l'IA de comprendre un peu les mécanismes qui se cachent derrière et ça permet surtout d'apprendre plein de choses. Donc tout ça, je ne l'ai pas du tout retouché, c'est Gemini qui l'a généré. Alors, on a trois blocs.
Le premier bloc, c'est visiblement l'alphabet avec à chaque fois, pour chaque lettre du message clair, euh, le choix possible d'une lettre qui va le remplacer. Le deuxième bloc, c'est là qu'on écrit notre texte, donc par exemple A, B, C, D. Et le troisième bloc se met à jour dès qu'on entre quelque chose dans le message clair, et c'est le message chiffré. Alors pour l'instant, le A est remplacé par A, le B par B, le C par C, donc évidemment ça n'a rien changé. Si maintenant je lui dis, bah tiens, le A tu me remplaces par K, le B tu me remplaces par S, voilà, on voit que ça change au fur et à mesure ici, le C par M, voilà. Et alors, voyons s'il fait bien le contrôle, si je lui dis par exemple que le D, tu dois aussi le remplacer par K, ce qui normalement n'est pas possible, puisqu'on lui a dit de ne pas le faire. Donc je vais essayer, et vous voyez, ce qu'il a fait, c'est qu'automatiquement, il a il a changé le chiffrement de la lettre A pour l'utiliser la lettre D. Et si par exemple ici je le redis, maintenant mais toi tu fais K, et ben c'est pareil, il rééchange à chaque fois. Et comme ça, on s'assure que une même lettre du message clair n'est jamais codée, euh, pardon, deux lettres du message clair ne sont jamais codées de la même façon. Ok, très bien. Donc ça c'est un petit outil qui va nous intéresser parce qu'on va chiffrer des messages. Alors, on va regarder un petit peu comment l'IA a généré cette page. Donc, on va ouvrir le code source de la page. Voilà, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, comme d'habitude, on a notre balise style avec tous les styles utilisés dans la page. Ici, on a le HTML avec les différents champs de saisie. Et puis, on voit qu'on a un bloc de script avec tout un code JavaScript. Alors, première remarque, dans le bloc de HTML ici, on retrouve bien notre message clair, on retrouve bien notre message chiffré. Par contre, le tableau qui nous permet de choisir une lettre chiffrée pour chacune des lettres claires, il est vide. Alors pourquoi il est vide? C'est tout simplement parce qu'il va être généré dynamiquement dans le code JavaScript. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, qui est peut-être un petit peu avancé pour ceux qui ne maîtrisent pas bien HTML et JavaScript, mais on va quand même essayer de regarder comment ça fonctionne. Alors penchons-nous sur justement ce bloc de JavaScript. Il commence par faire quelques initialisations ici. D'abord, il a besoin d'un alphabet. L'alphabet, donc toutes les lettres. Ok, parfait. Pourquoi il fait un split ici? Alors split, ça veut dire découper. Alors généralement, on peut dire selon quel séparateur on découpe. Et quand il n'y a pas de séparateur, ça sert juste à transformer cette chaîne de caractères en une liste. Parce que derrière, il va certainement appliquer des fonctions qui ne sont applicables qu'aux listes et que l'on peut manipuler plus facilement en JavaScript qu'une chaîne de caractères. Donc dans alphabet, on a tout simplement une liste des lettres. Ensuite, il va récupérer des objets ici qui vont chacun représenter les trois champs principaux de notre page. Donc on a la grille. Alors comme d'habitude, hein, il le récupère grâce à son ID. Hein. Vous voyez ici, il y a l'identifiant grid. Ok, donc ça nous représente l'élément HTML du document qui s'appelle grid. Ça va être l'élément HTML qui contient le texte clair. Et ça, le texte chiffré. Et ensuite, j'imagine qu'il va manipuler ces éléments dans le code. Alors, comment on fait une substitution? Ben, évidemment, on a besoin d'une table de correspondance ou d'un mapping, en anglais on dit, entre la lettre claire et la lettre chiffrée. Et bien, c'est exactement ce qu'il fait ici. Il crée un tableau de correspondance entre lettres claires et lettres chiffrées. Et là, on est dans la phase d'initialisation et il a choisi de façon très logique d'initialiser avec la fonction identité, c'est-à-dire que ben, le A, je le remplace par A, le B par B, le C par C. Voilà. Donc là, pour l'instant, évidemment, il n'y a pas encore de chiffrage, mais il faut bien initialiser les valeurs. Alors dans le code, comment ça marche? Ben, tout simplement, on a la fonction for each qui veut dire pour chaque. Donc comment lire ce code? On peut le lire pour chaque élément que j'ai appelé letter de la liste alphabet, je fais ce traitement-là. Je dis que dans le tableau de mapping, pour l'entrée letter, bah, je mets la valeur letter. Donc par exemple, dans le tableau, pour l'entrée B, bah, je mets la valeur B. Pour l'entrée Z, je vais mettre la valeur Z. Voilà. Et donc là, on a bien initialisé un tableau de mapping où chaque lettre est représentée par elle-même. Ensuite, il définit des fonctions. Alors il y a une première fonction qui s'appelle renderGrid.
Alors ça veut dire dessiner la grille. Donc c'est certainement de cette grille dont on parle, et c'est là qu'il va générer dynamiquement le code HTML pour aller, tout simplement pour aller afficher ce qu'on voit ici. Donc on verra après comment il fait ça. Et il y a une autre fonction ici qui s'appelle update_cipher. Alors update, ça veut dire mettre à jour. Update_cipher, c'est-à-dire on met à jour le champ qui contient le message chiffré. Donc il va faire tout un tas de trucs qu'on va regarder. Et là, on a en quelque sorte le programme principal, c'est-à-dire ce qu'il va faire. Alors il commence par ajouter un écouteur d'événements sur le champ plaintext. Je rappelle qu'il contient le message clair. Les écouteurs d'événements, on avait déjà vu un peu ce que c'était, hein. C'est une façon de dire à JavaScript, fais quelque chose quand il se passe quelque chose sur un certain objet. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, fais le traitement update_cipher quand il y a une modification dans le champ, donc le input, c'est-à-dire quand on entre quelque chose, et dans le champ plaintext. C'est-à-dire, remis en bon français, c'est dès que quelque chose est tapé par l'utilisateur dans le champ plaintext, alors déclenche la fonction update_cipher qui est ici. Et ensuite, dessine la grille. Ok, alors maintenant, on va aller regarder ce qui se passe dans update_cipher. Dans update_cipher, on récupère la valeur du champ clair dans, dans un texte qu'on va commencer par nettoyer. Puisqu'ici, on crée une sorte de... Alors clean, to clean, ça veut dire nettoyer en anglais, donc cleaned, c'est le clean text, c'est-à-dire un texte qui va répondre à toutes les exigences qu'on a données dans le prompt. Donc je rappelle, j'avais dit qu'il fallait que toutes les lettres soient en majuscules, qu'il fallait ignorer les accents et qu'il fallait aussi gérer le CCDI. Alors il va faire exactement ce que je demandais. Donc tout uppercase, ça veut dire met en majuscule. Ensuite, alors là, ça c'est très intéressant comme syntaxe pour se débarrasser des accents. Il va faire une normalisation NFD. Ça veut dire qu'il va transformer les lettres en deux parties. Une partie, la lettre brute sans décoration, et une partie qui sera une sorte de caractère qui sert à modifier la lettre sans décoration. Et la modification, ça sera ajouter un accent, ajouter un accent circonflexe, un truc comme ça. Et du coup, on va se retrouver finalement avec deux caractères, la lettre brute et ce caractère de décoration additionnel. Et ce qu'on fait juste derrière, c'est qu'on va remplacer un certain nombre de caractères en précisant la plage de caractères, alors c'est l'hexadécimal, hein, entre 0300 et 036F, on va tous les remplacer par rien, c'est-à-dire qu'on va les supprimer. Or, comme par hasard, cette plage de caractères correspond au caractère décoratif qu'on a finalement extrait de la lettre accentuée. Donc ces deux lettres-là nous permettent de supprimer tous les accents. Et là, on a le remplacement explicite du CCDI par un C. Alors pourquoi ici c'est en majuscule et il ne traite pas les minuscules? C'est parce que juste avant on a tout transformé en majuscule, donc il ne reste plus de minuscules. Voilà, donc dans la variable clean, on a maintenant un texte tout propre qui correspond aux exigences qu'on a indiquées dans le prompt. Alors il reste à le chiffrer. Donc pour faire ça, on va faire une boucle for qu'on a vu déjà plusieurs fois, qui consiste à parcourir chaque caractère du texte nettoyé, du texte clair nettoyé. Et ce caractère-là, on va le remplacer par son équivalent par rapport au tableau de mapping. Voilà, donc j'initialise la chaîne de résultats avec vide, et pour chaque caractère, je concatène, hein, je rappelle que ça c'est un opérateur de concaténation, je concatène dans le résultat la valeur qui correspond dans le tableau de mapping. Le tableau de mapping, je rappelle, fait la correspondance entre le caractère en clair et le caractère chiffré. Alors vous remarquez qu'ici, il y a quand même un petit test. Il vérifie d'abord si le caractère en question, hein, le caractère sur lequel on est, le caractère de la chaîne claire nettoyée, il vérifie s'il existe bien dans le tableau de mapping. S'il n'existe pas dans le tableau de mapping,
On va tout simplement ajouter le caractère. Bah oui, parce que rappelez-vous, le tableau de mapping ne contient que les lettres de l'alphabet. Et en particulier, il ne contient pas la ponctuation, les espaces, des chiffres, des choses comme ça. Donc si jamais on tombait sur un espace, eh bien il n'est pas dans le tableau de mapping, donc on va juste concaténer l'espace. Par contre, si on tombe sur une lettre, il est dans le tableau de mapping, donc on va concaténer la valeur correspondante dans le tableau de mapping, enfin la valeur correspondante à cette lettre. Et voilà, en sortie de cette fonction, on a donc notre texte clair qui a été chiffré et le résultat se trouve dans la variable result que l'on s'empresse de coller dans le contenu de ciphertext. Ça veut dire je prends l'objet ciphertext et à l'intérieur je remplace son texte par la valeur du résultat, c'est-à-dire la chaîne chiffrée. Voilà. Donc ça nous explique comment, à chaque fois qu'il y a un input ici, il va aller mettre à jour le champ message chiffré. Maintenant, il nous reste à regarder la deuxième fonction JavaScript qui est renderGrid. Alors render, ça veut dire dessiner, afficher, et grid, c'est la grille. Donc bien sûr, c'est un rapport avec cet élément-là. Alors regardons d'abord comment il est constitué sur la page. Donc cet élément, c'est une sorte de tableau avec pour chaque lettre de l'alphabet clair un petit conteneur ici. Ça va être un div en HTML. Et ce conteneur, il contient quoi? Il contient deux choses. Il contient un libellé, qui est la lettre du message clair, et il contient une liste de sélection, une drop-down. En HTML, on va appeler ça un select. Et chacun de ces selects contient lui-même toutes les lettres de l'alphabet que l'on peut choisir. Ces choix à l'intérieur du select, c'est ce qu'on appelle des options. Ok, alors regardons comment c'est fait dans le code. Donc, dans le code, il va parcourir l'alphabet à nouveau. Ben oui, puisqu'on a vu qu'il y avait un conteneur par lettre, donc il faut bien les parcourir toutes. Et pour chaque lettre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par créer le conteneur. Il crée l'élément div. Je vous avais dit, voilà, ça, les petits conteneurs, on en a déjà ici. Donc à l'intérieur, là, il va créer ici tout un tas d'autres petits conteneurs div, 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 un par lettre de l'alphabet. Qu'est-ce qu'il met dans ce conteneur? Il va mettre d'abord le label, et le label, c'est la lettre de l'alphabet. Et il va mettre un élément HTML qui est le select, la fameuse liste déroulante. Ensuite, c'est pas fini, parce qu'il faut remplir les selects. Et donc, à nouveau, il va reparcourir l'alphabet, parce que dans chaque select, on a autant d'options que de lettres. Et donc, il va reparcourir l'alphabet en créant à chaque fois l'élément option. Donc, il va parcourir à chaque fois l'alphabet en créant, eh bien, là, par exemple, le G, le H, enfin bon, il commence à A, évidemment. Alors, il y a un petit cas particulier qui est traité là, c'est que il se peut que j'ai déjà choisi dans mon select une lettre. Et dans ce cas-là, l'option a un attribut selected qui est à true. Ça veut dire vrai. C'est donc cette option-là a été choisie. Donc si je regarde ici, si par exemple je vais sur le premier, on voit que j'ai déjà choisi D. Quand je clique ici, j'ai pas cliqué dans la liste et pourtant le D est déjà sélectionné. Donc le fait de mettre l'attribut selected à true sur l'option D permet au navigateur de l'afficher de cette façon-là. De la même manière, ici, c'est le S qui va être surligné en bleu. Voilà. Et là, ça sera le O, ou quelque chose comme ça. Donc ici, ce petit morceau de code permet juste de dire, ben, si ça a été précédemment sélectionné, affiche-le en tant que comme selected en mettant la variable selected à true. Ok, donc ça permet de dessiner chacun des petits blocs A, B, C, D avec la liste déroulante. Sauf qu'il reste une chose à gérer, c'est que, rappelez-vous, quand ici je choisis une lettre, il faut faire un contrôle pour vérifier que la lettre chiffrée correspondante n'a pas déjà été utilisée. Par exemple là, pour le T, si je me dis, tiens, j'ai envie de chiffrer T comme un H, ben, c'est pas possible parce que regardez, le H est déjà utilisé juste au-dessus.
Alors en fait, c'est possible, mais il faut prendre une action pour éviter un doublon. Et l'action qui est prise, regardez bien, hop, c'est d'intervertir les deux. Comme ça, eh bien, on n'a pas deux lettres du message clair qui sont codées avec la même lettre du message chiffré. Alors il y a une logique pour gérer tout ça, et c'est la logique qui est ici. Alors comment détecter qu'on a changé une lettre? Eh bien tout simplement, on va rajouter un écouteur d'événements sur les objets select du HTML. Et on va dire quand quelque chose change, eh bien je vais faire un contrôle. C'est exactement ce qu'il a mis en commentaire ici. On va faire un contrôle d'unicité. On vérifie si une autre lettre euh, est déjà chiffrée avec ce que l'on vient de choisir. Et si oui, on intervertit. C'est exactement ce qui marque en commentaire ici, donc on échange les substitutions pour éviter les doublons. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails du code, c'est déjà assez compliqué là, mais il faut comprendre un peu le principe. Très bien. Alors, à l'affichage, on échange la lettre. Évidemment, il faut mettre à jour notre tableau de mapping pour après être capable de dire que, bah, tiens, finalement, pour ma lettre T, je vais la remplacer par H. Donc c'est pour ça qu'ici, on met à jour le tableau de mapping avec la nouvelle valeur. Pardon. Et une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à mettre à jour le champ cipher, c'est-à-dire le champ qui contient le message chiffré. Et là, on rappelle la fonction de tout à l'heure. Voilà, donc si je change quelque chose ici, ça change le message chiffré. Mais si je change aussi quelque chose ici, ça va aussi changer le message chiffré. Alors bon, là, ça ne change pas parce qu'il n'y a pas de H ou de T dans mon message clair. Mais bon. Voilà pour la petite explication sur le code JavaScript et HTML de cet outil qui est un petit peu plus élaboré que ce qu'on a vu précédemment. Alors, j'ai récupéré un texte français. Voilà, par exemple ça. Bon, ne pas tout copier, mais juste une partie. Je vais le mettre ici. Alors, évidemment, là, pour l'instant, il y a beaucoup de lettres qui ne sont pas décalées, donc, enfin, pas chiffrées, donc ça reste encore un peu lisible. Du coup, je vais changer un petit peu ça. Donc le L, je sais pas, je mets M, le V, je vais mettre U, le R, il n'a pas changé, tiens, je vais le mettre V, le Q, je vais le mettre en Z, le P, je vais le mettre en A, le O, on va mettre Y, bon voilà, vous voyez le principe à peu près. Voilà, voilà, c'est assez mélangé, et du coup, ben, effectivement, le texte ici devient relativement illisible. C'est difficile de, bah, comme ça, sans faire une étude un peu approfondie, de déchiffrer le texte. Voilà. Alors, par contre, on se rend compte d'une chose quand même, c'est que ici, on a conservé les espaces et la ponctuation. Et ça, pour un attaquant, ça va donner des indices vraiment précieux parce que on peut voir la structure des mots. Donc, il y a des mots de deux lettres, peut-être certains mots qui n'ont qu'une seule lettre, par exemple ici. Donc ça, c'est des indications très précieuses qu'on va pouvoir exploiter quand on va essayer de casser ce chiffrement. Alors, justement, mettons-nous à la place d'un méchant hacker qui vient d'intercepter un message chiffré. Alors, on ne va pas prendre celui-là parce que là, vous pouvez voir le message clair, mais j'en ai fait un autre tout à l'heure. Et on va essayer de déchiffrer le texte et on va voir si on y arrive en utilisant tous les indices. Alors, j'ai ici le texte chiffré, que j'ai appelé texte mystère chiffré, qui donne ça. Voilà, alors j'ai pas utilisé le même paramétrage, hein, donc c'est pas la peine d'arrêter la vidéo et d'essayer de regarder quelle lettre remplace laquelle. J'ai utilisé un autre paramétrage et un autre texte clair et on va essayer de se débrouiller avec ça. Alors on sait juste que c'est un message qui est en français et donc on va essayer d'être intelligent et d'utiliser euh, toutes les, toutes les corrélations intrinsèques de la langue française qu'on peut trouver et s'en servir comme indice pour déchiffrer. Alors, moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est par exemple me dire, bon ben, en français, des mots d'une lettre, il n'y en a pas 50. C'est certainement soit un A, soit un Y. Un A comme il a mangé et un Y comme j'y vais. Après, il y a des mots de deux lettres.
Bon, les mots de lettres, il y en a déjà beaucoup plus, mais il y a une forte probabilité que ce soit un le, la, un, donc UN, un de, peut-être un et, un ne, un ni, mais dans ce cas-là, il serait répété. Souvent, il y a ni quelque chose. Voilà, donc il y a comme ça des choses qui peuvent nous guider. J'aime bien utiliser aussi les apostrophes, parce que il n'y a pas beaucoup de lettres qu'on peut mettre devant un apostrophe. Ça peut être le S comme un verbe pronominal, ça peut être le J apostrophe comme j'ai mangé. Par exemple, ici, là, tiens, je vois ça par hasard, ça, moi, ça me donne envie de dire que ça, c'est j'ai, mais en même temps, c'est pas très cohérent, parce que quand on dit j'ai, il y a quelque chose après, il n'y a pas deux points. Donc finalement, c'est peut-être pas j'ai. Bon, ça peut être, alors je vois ici, par exemple, ça peut être C apostrophe EST. Le verbe être, c'est possible. Voilà. Bon, on a tout un tas d'hypothèses comme ça. On peut chercher aussi des lettres qui se doublent, comme souvent il y a deux S, deux R, deux L qui se suivent. Par exemple, ici il y a C, VVC, voilà. Ici il y a deux P, C, PPC, là il y a encore C, VVC. Voilà. Et puis une dernière chose, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de C un peu partout. Et le C, c'est quand même la lettre la plus courante. Pardon, le E, c'est la lettre la plus courante en français. Donc si c'est la lettre la plus courante dans ce texte, eh bien moi je mettrais bien un petit billet sur le fait que le C, ça soit un E en fait. Alors, ben, on va commencer. On va essayer de déchiffrer un petit peu ensemble ce message. Donc, j'écris en dessous les lettres que je connais. Alors, je pars de l'hypothèse que ici, le C est un E. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que ça se dédouble. Alors, ici, ça, moi, celui-là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça, quelque chose de ce type-là. Moi, ça me semble assez cohérent. C'est pas sûr, hein, mais je pense que c'est pas déconnant comme hypothèse. Bon, j'aime bien aussi celui-là. Là, il y a un C avec quelque chose, et en plus, on le retrouve à plusieurs endroits. Il est ici aussi, voilà. Hop. Alors, attention, parce que là, du coup, ça a tout décalé, bien sûr. Je réaligne tout ça. Voilà, donc on part de cette hypothèse. Alors déjà là, on a quelques hypothèses complémentaires. Alors comment on pourrait vérifier ça? Hmm, Est-ce que ce mot se répète? Il se répète pas vraiment. Alors, il n'y a pas beaucoup de est, pourtant c'est assez courant en français, ça c'est quoi? C'est pas tout à fait le même. Alors par contre, celui-là il se répète plusieurs fois. Et alors c'est marrant parce qu'il se termine par un Z et à chaque fois le mot qui suit se termine aussi par un Z. Du coup, je me dis, est-ce que un mot de trois lettres, il n'y en a pas beaucoup, ça peut être les, ça peut être une, ça peut être nos, ça peut être mais du coup, je me demande si, comme on a la même marque sur ce mot et le suivant, est-ce que ce ne serait pas la marque du pluriel, genre le S, ce qui corroborerait ici cette hypothèse. Voilà, donc bon, partons du principe que le Z c'est un S, et puis on complète un petit peu ce qu'on peut. Alors on va voir. Qu'est-ce que ça nous permet de trouver tout ça? Voilà, donc de proche en proche, on va réussir à le Z, j'ai dit, pardon, le Z, voilà. Tiens, puis il y a celui-là, là, le CVVC. Alors, un mot de quatre lettres, avec une consonne qui se double au milieu, moi, enfin, franchement, là, il n'y en a qu'un seul qui me vient en tête, c'est L. Et je dirais que le V, c'est un L. Ah, bah d'ailleurs, ici, L apostrophe, c'est possible. C'est possible. Ici, on a encore des L ici, voilà. Voilà. Ici encore, voilà. Est-ce qu'on a encore là des L quelque part qui traîneraient et que je n'ai pas vu? Non. Ok. Alors, c'est quelque chose. Mhm. Ok. Alors, travaillons sur les mots de deux lettres, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme mot de deux lettres?
Ah, il y a pas mal de mots de deux lettres ici. Alors un mot de deux lettres qui finit par E, ça pourrait être le, mais c'est pas le, puisqu'on a vu que le L s'est élevé. Donc c'est pas celui-là. Ça pourrait être de, ça pourrait être éventuellement ne. Bon, ben, partons, partons sur l'hypothèse du de, je pense que c'est la plus probable. Donc c'est pas sûr. Donc imaginons que c'est un D, du coup, et là ça serait de quelque chose. Donc le R, ça vaut D. Alors, est-ce qu'il y a des R qui traînent quelque part? Ici, il y en a un. Hop, voilà. Ok. Donc on a dit celui-là, là, des E. Ok. Ah tiens, là, il y a un mot super bizarre parce qu'il se termine par apostrophe D. Alors, je ne vois pas de mot en français qui se termine par apostrophe quelque chose. C'est un petit peu bizarre. Ok. Alors là, je vais garder celui-là. Alors, comment avancer? Comment avancer? Alors là, on a encore un mot de deux lettres, Y et P, et on sait que le P, c'est un C. Ok. Alors là, par contre, c'est un peu bizarre parce qu'un mot de deux lettres qui finit par C et qui est quand même assez courant, je n'en connais pas. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas fait une erreur? Est-ce que le P, ça serait pas autre chose qu'un C? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place ici? Eh bien, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités. Euh, Peut-être la négation n'est, comme n'est pas quelque chose. Donc on va remplacer les P par des N. Donc je me suis trompé. Voilà, donc on tâtonne un peu, hein, mais c'est normal. Tiens, bah là il y avait un P que j'avais pas mis. Ah, mais du coup, le P, on sait ici. Voilà. Donc le P ici, c'est plutôt N. Voilà. Le P, c'est N. Oups là. Alors attention, si je fais n'importe quoi. Voilà. Ici, le P, on remplace. Petit à petit, ça va s'éclaircir, on espère. Donc le P ici, c'est un N. Tiens, d'ailleurs, le Z, donc on sait que c'est un S. J'allais dire que ce mot se répète plusieurs fois. Ok, très bien. Alors, tiens, c'est bizarre. Ici, là, L, donc ça ne peut pas être une consonne. Il n'y a jamais deux L plus une consonne. Ça peut pas être un E, donc ça va être vraisemblablement un I, un A, un O, un U, un Y que je pense pas. Ok, donc on va voir plus tard. Alors, revenons sur le petit mot là d'une lettre quand même, parce que le mot d'une lettre, on avait dit c'est soit A, soit Y. Alors, où est-ce qu'on le retrouve? Le D majuscule. On ne le retrouve pas ici, donc c'est pas A, pas Y, donc il reste I et U. Alors le D majuscule, alors moi je pense que c'est un A parce que c'est le plus... Voilà, partons de l'hypothèse c'est un A. Bon, peut-être que je me trompe, maintenant on corrigera dans ce cas-là. Mais à mon avis c'est le plus probable statistiquement. Donc si le D c'est un A, hop, un A ici, voilà, ici on a un A, ici on a un A. Bon, ok. Alors du coup, c'est pas un E, c'est pas un A. Euh, donc un U, il reste le I. Alors, imaginons que ce soit un I ici. Ça ferait quoi? Ça ferait le I de ici, ici. Ici, on a un I. Ici, on a un I. Voilà, il y a beaucoup de I ici. Plein de I. Ok. Donc, ah, le P ici, on l'a déjà le P. Le P, eh ben, on a aussi le Z. On l'a déjà le Z. Ah ben là, c'est pas mal parce que là,
dans... Alors là, ça peut pas être une consonne, c'est forcément une voyelle, hein, donc c'est pas le I, c'est pas le A, c'est pas le E, et il n'en reste pas 50, hein. Y, c'est pas possible. Moi, je parie pour un O, pour le X. Voilà, donc là, on a bien avancé. On a quand même pas mal de lettres. Donc ici, c'était un I, on a dit, le S est un I. Voilà, ça commence à s'éclairer là. Là, je crois que on va pas tarder à tout déchiffrer. Voilà. Ok. Alors, le P, ah bah le P, on l'a, le P, c'est N. Le T, on l'a pas. Le A, on l'a pas. Le P, on l'a. Je l'ai même pas remplacé, donc A. Alors le K, on n'a pas le K. Tout à l'heure, on n'a pas vu le K. Non, non, on l'a pas. Le L, ok. Dans nos. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bon, on essaye, hein. B, ça marche pas. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Dans nos vies. Dans nos vies. F, C, V. Ok. Alors, on a trouvé une lettre de plus. Bon, on va y être proche. Ah, mais d'ailleurs, ici, là, c'était no. Celui-là, on connaît aussi. Le X, ok. Alors, le L. Qu'est-ce qu'il y a? S quelque chose I? Qu'est-ce que ça peut être? Mhm. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Par contre, là, inte, inte, intelli, intelli, intelligence. Intelli. Ouais, ça marche. Ok. Intelligence. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, on a tout trouvé là. Alors, le I, on ne sait pas. Le T, donc apparemment le T, il n'a pas changé, donc c'était. Ah, ça y est, j'ai trouvé là. Ok, le T, il est là. Ok, donc là, ça c'est quotidienne. Ok, quotidienne. Ici, c'est artificiel. Bon, là maintenant, on peut tout deviner, hein, en fait. Voilà, artificiel. Ok. Tiens, alors d'ailleurs, juste par curiosité, celui-là, là, c'est quoi? Alors le Y, on l'a pas. Ok, pour l'instant. Alors, l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes n'est. On n'a pas le Y là? Et c'est quoi le W? On l'a pas non plus. Oh, ça, c'est une négation. N'est pas. Ben non, il y a quatre. N'est plus. N'est plus. N'est plus. Voilà. N'est plus. Donc le Y, c'est un U. Voilà, bon, ça, on a trouvé. Ok, donc ici, moi, je veux juste déchiffrer celui-là là, parce que j'aimerais comprendre. Alors le U, c'est quoi le U? On n'a toujours pas le U. Bon, le Z, on l'a, c'est S. Le G, c'est Q. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Jusqu'à. Ah ouais, bah, j'aurais pu m'en douter. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Voilà. Ok. Bon, on va arrêter là. On a déjà déchiffré suffisamment de lettres. Vous voyez que, évidemment, plus on en déchiffre, plus c'est facile. On fait quelques hypothèses. Parfois, il y a des petites erreurs, comme ici le c'est, en fait, c'est né. Bon. Mais au final, on arrive quand même à s'en sortir. Et du coup, ben, ce chiffre n'est pas si fort que ça, finalement. Alors, c'est quand même un peu plus difficile que d'essayer les 25 décalages possibles, mais ça reste tout à fait faisable. Alors, par contre, ça reste tout à fait faisable parce que on avait quand même une information fondamentale dès le début qui était que le message était en français. Mais on n'aura pas forcément toujours cette information, hein. Quand nous, en tant que méchants pirates, on intercepte un message chiffré, qu'est-ce qui nous dit que c'est du français, de l'anglais, de l'espagnol, du norvégien ou je sais pas quoi? Et en norvégien, moi je ne sais pas combien il y a de mots d'une seule lettre. Donc toutes les hypothèses qu'on a fait là, toutes les règles finalement intrinsèques de notre belle langue française qu'on connaît tous, eh bien on a pu les appliquer parce qu'on savait que c'était en français. Mais si on n'avait pas su ça, eh bien on aurait été bien embêté.
Donc finalement, la première chose à faire, c'est d'essayer de déterminer la langue dans laquelle le texte clair est écrit. Et après, on pourra faire des choses. Alors, la deuxième chose qui nous a bien facilité la vie ici, c'est, comme je le disais tout à l'heure, que les ponctuations et les espaces ont été conservés. Donc là, à partir du moment où on a les mots qui sont clairement identifiés, c'est vrai que ça nous facilite la tâche et que c'est beaucoup plus simple de trouver. Ok, alors comment pourrait-on faire pour identifier la langue du texte clair? Eh bien, on va utiliser la faiblesse du chiffre par substitution monoalphabétique. Et cette faiblesse, c'est justement que c'est monoalphabétique. C'est-à-dire qu'une lettre du message clair est tout le temps remplacée par une autre lettre, mais la même lettre. Donc, les fréquences des lettres dans le message clair et dans le message chiffré sont les mêmes. Et on va voir que pour une langue donnée, eh bien, les fréquences sont spécifiques. C'est comme s'il y avait une sorte d'empreinte digitale de la langue avec, bah tiens, en français, le E c'est tant de pourcents, le A c'est tant de pourcents, le T c'est tant de pourcents, alors qu'en anglais ce ne sera pas pareil. Ça peut être proche, mais ce ne sera pas pareil. Et on verra que par rapport à une base de référence, n'importe quel texte français n'est pas si loin que ça de cette base. Alors évidemment, elle va être pas exactement sur la base, ça dépend du sujet dont on parle. Si on parle d'un article scientifique avec beaucoup d'anglicisme, ça va pas être la même chose que si on est sur de la littérature française avec que des mots bien français. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes fréquences. Mais quand même, ça peut permettre de déterminer la langue du message clair. Et le deuxième point, c'est que si jamais on n'avait pas les indications de ponctuation et d'espace, donc si toutes les lettres étaient collées en gros, eh bien il nous resterait que cet outil d'analyse fréquentielle pour nous en sortir. Voilà. Donc cette analyse fréquentielle, on la verra dans une prochaine vidéo. On fera un petit outil qui va justement calculer les fréquences par lettre. On va comparer un texte de référence en français avec un autre texte pris au hasard pour voir si ça ressemble. Et puis on va aussi le comparer avec un texte en anglais. Et cerise sur le gâteau, on essaiera de renforcer encore notre code pour qu'il soit de plus en plus difficile à casser avec un autre système que je vous expliquerai la prochaine fois. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors pour ceux qui veulent, je rappelle que je laisse un petit texte chiffré dans la description. Vous me direz en commentaire si vous avez réussi à le déchiffrer. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous intéresse et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et vive la cyber.